toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 4 morts, 8 blessés, dont 4 graves. Bilan d'un tragique accident survenu sur l'axe Fatick-Foundiougne. Un véhicule particulier et un autre de type 7 places sont entrés en collision. Les blessés ont été acheminés vers l'hôpital régional de Fatick. Plus de respect aux populations impactées de Diogo, c'est la principale recommandation des membres du Haut Conseil pour les collectivités territoriales en visite dans la zone. Ces populations, rappelons-le, n'ont eu cesse ces dernières années d'exiger un meilleur traitement de la part de la GCO, la société minière qui opère dans la zone. La lutte pour la survie des tortues marines au menu de la célébration de la journée internationale dédiée à l'espèce. Selon le conservateur du parc de la Langue de Barbarie, l'éradication des déchets plastiques est devenue une priorité pour protéger les tortues marines. Et puis Moscou, deuxième étape de la mission africaine de médiation entre la Russie et l'Ukraine. Au sortir de son entretien avec les membres de la délégation, Vladimir Poutine se dit prêt à dialoguer avec ceux qui souhaitent la paix. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec ce violent accident survenu sur l'axe Foundiougne-Fatick. 4 personnes y ont perdu la vie sur le coup. 8 blessés, dont 4 dans un état grave, ont été acheminés à l'hôpital régional de Fatick. À l'origine de cette tragédie, une collision entre une voiture de type 7 places et un véhicule particulier. Le point, c'est avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. La violence du choc laisse les témoins sans voix. 4 personnes, dont le chauffeur de la voiture de type 7 places, sont décédées sur le coup. 8 blessés sont enregistrés, dont 4 grièvement. Toutes les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional de Fatick. Cet accident d'une gravité, d'une violence inouïe, quand même, on peut dire, a occasionné un bilan de 12 victimes, dont 4 corps sans vie, donc 4 personnes décédées sur le coup, et 4 personnels graves, blessés graves et 4 personnes blessées légers. L'accident s'est produit ce matin peu après 9h. La voiture de transport en commun est entrée en collision avec un véhicule particulier de marque Peugeot conduit par un policier. Il fait partie des blessés. À 9h07, nous avons été alertés pour un accident de circulation sur la route qui quitte Fatick menant vers Foundiougne. Effectivement, à 9h déjà 22, les moyens étaient déjà sur place. Et quand on est arrivé sur place, effectivement, il s'agissait d'un accident de circulation entre un véhicule de transport 7 places et un véhicule particulier. À Fatick, une bonne partie des interventions des sapeurs-pompiers concernent des accidents. Le commandant Sadadia appelle au respect du code de la route. Nous tous, nous savons qu'on est dans une zone quand même qui est très accidentogène. Donc on atteste déjà les nombreuses sorties quotidiennes sur la route. Donc comme j'ai dit encore une fois, c'est vraiment, il faut que les gens quand même prennent conscience que le respect du code de la route doit quand même être vraiment un sacerdoce pour tout usager de la route. L'accident de ce matin, de gros moyens ont été mobilisés par les soldats du feu. Certaines victimes étaient coincées dans les épaves. Après 3 années de fonctionnement, le CORED a tenu son assemblée générale ce samedi. Au cours de la rencontre ouverte aux journalistes et techniciens des médias, les membres du Conseil ont à l'unanimité recommandé que les professionnels soient désormais traduits devant le tribunal des pairs en cas de faute. Le tribunal des pairs étant justement établi à cet effet. Ousmane Dia, secrétaire général du Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie, que je vous propose d'écouter tout de suite pour les détails. Il est au micro d'Alassane Ba. Je pense que nous jouons un rôle très important dans le fonctionnement de la démocratie, de la société en général. Et surtout encore dans la période que nous vivons où les citoyens s'informent à partir des médias. Donc nous devons de faire bien notre travail. Faire notre travail, c'est respecter les règles qui nous régissent, l'éthique et de la déontologie. Nous avons toujours invité les journalistes à s'approprier le CORED. S'approprier le CORED, c'est permettre d'avoir un CORED fort. Un CORED fort, c'est asseoir l'autorégulation. Quand le système d'autorégulation est bien en place, je pense qu'il pourrait se substituer un peu à une sorte de judiciarisation des problèmes
qu'on n'aura plus à avoir des journalistes au tribunal. Je pense que le tribunal des pairs des journalistes, il est là. La dernière fois, le ministre de la Justice l'a rappelé. Quand l'organe d'autorégulation est en place, je pense que ça pourrait se substituer et d'amener les journalistes au palais de justice. En visite à Diogo, les membres du Haut Conseil pour les collectivités territoriales ont invité l'entreprise Grande Côte Opération qui opère dans la zone à améliorer davantage les conditions de vie des populations impactées. Ces dernières, rappelons-le, ont souvent accusé la société minière ces dernières années de ne pas investir à hauteur du préjudice que son implantation leur fait subir au quotidien. Eh bien, elles ont reçu le soutien de l'institution qui s'engage désormais à porter le combat. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Foncières du Haut Conseil des collectivités territoriales sont descendues sur le terrain à Diogo au niveau du site de recasement des impactés pour voir les réalisations de l'entreprise minière GCO Grande Côte Opération dans la zone. Des réalisations ont été faites. La présidente de la commission des affaires foncières du HCCT ne s'en cache pas, mais elle a suggéré à la GCO d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment le goudronnage de la piste de production, la formation et l'octroi d'emploi aux jeunes. La piste de production, qui est une piste latéritique, qui soulève de la poussière, ils sont en train d'arroser, mais ce n'est pas suffisant. S'ils peuvent améliorer encore la formation des jeunes pour les amener à pouvoir trouver un emploi décent. Cette visite a permis aux responsables de la GCO d'identifier les priorités selon le chef du département réinstallation et développement communautaire de la GCO. Des stratégies et des initiatives sont mises en œuvre pour améliorer l'accès des populations à des ressources variées. Leur visite aujourd'hui redonne de l'élan à GCO en tenant compte de tout ce que les populations ont eu à dire en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de renforcement de capacité. Mieux, le directeur général de la GCO et le président du conseil d'administration, Daourdien, se sont fixés des défis à relever ensemble pour aider ces populations impactées. Marche des populations de Niaga, une commune dans le département de Goudomp. Elle réclame la poursuite des travaux engagés depuis bientôt 2 ans pour électrifier la zone. Ces populations disent en avoir marre de vivre dans le noir. Bakary Konté a assisté à leur mouvement d'humeur. Reportage. Les populations de Kétim et 3 autres villages environnants sont descendues dans les rues pour réclamer l'électrification de leur localité. Il y a plus de 3 villages, 4 villages qui sont au niveau de la commune de Nyanga qui n'ont pas encore de l'électricité et dont les matériaux sont déjà disponibles. Comme vous le voyez sur les images, vous avez déjà des poteaux qui sont implantés depuis 2021. Depuis 2021, je vous dis, avant les élections locales. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à parachever le travail là. Et lors du Conseil des ministres décentralisé, le président de la République avait donné des instructions fermes par rapport au parachèvement de ces chantiers. Il avait dit dans la région de Sédhiou, tous les chantiers qui sont en chantier et qui ne sont pas encore terminés, il faut les finaliser. Selon le président de l'association pour le développement de Kétim, ce manque de courant a eu des conséquences néfastes. Donc si l'hivernage s'installe, les entreprises vont nous dire qu'aujourd'hui nous ne pourrons plus encore entrer dans les villages parce qu'il a déjà plu et nos matériels vont s'engrouper. Donc ça c'est le problème. Alors nous on ne peut pas attendre depuis 2021 jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre où se trouve le problème. On est fatigué. Actuellement ça a des conséquences très très lourdes par rapport à la population. Nous avons parmi nous les populations qui sont là, nous avons des artisans qui peuvent même fabriquer du matériel agricole. Mais faute de l'électricité, ils ne peuvent pas faire le travail. Nous avons parmi nous des boulangers qui peuvent faire le travail, mais ils ne peuvent pas le faire sans l'électricité. Nous avons des élèves aujourd'hui qui sont obligés de taquiner l'ordinateur, mais à faute de l'électricité, ils ne peuvent pas taquiner l'ordinateur. Pas de forage dans cette zone, ces populations se rabattent vers le puits. À l'issue de la marche, elles ont remis un mémorandum au sous-préfet de Simbandi Brassou, Ousmane Sané. Elles ont promis de remettre ça si rien n'est fait dans les jours à venir.
Allez, destination la région de Saint-Louis et plus particulièrement le parc national de la langue de Barbarie qui a célébré la journée internationale des tortues marines à travers un intense plaidoyer en faveur de la survie de l'espèce, une espèce menacée en partie à cause de la présence des déchets plastiques. Selon le conservateur du parc, et bien près de 95% des tortues finissent par mourir à cause de l'ingestion de ces déchets. Le capitaine Nicolas Bentigomi appelle les autorités locales à s'impliquer davantage dans la lutte pour la protection des tortues marines. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Diop et Abib Sek. Il est bon de célébrer cette journée pour attirer l'attention des gens sur le fait que ces espèces-là sont aujourd'hui très menacées. Très menacées par la pression humaine, parce qu'il y a ce qu'on appelle les accidents de pêche qui causent beaucoup de mortalité sur ces tortues-là. Des pêcheurs qui étalent leurs filets de pêche le long de la ligne et ces filets de pêche-là, souvent les tortues sont prises au piège dans ces filets de pêche. Et du coup, on ramasse beaucoup de carcasses de tortues par là. L'autre pression qui s'abat un peu sur ces tortues-là, c'est les déchets plastiques. Or, quand ils lancent les ordures dans le plan d'eau, les plastiques là se retrouvent ici au niveau de la langue de Barbarie et dans la mer. Et donc, ça constitue un danger pour les tortues marines, un danger même pour l'écosystème. Et ça va même au-delà de ce qu'on observe là, ça va dégrader un peu le tissu touristique de la région. Parce qu'on dit... Et nous restons dans la ville tricentenaire Saint-Louis qui se prépare aux fortes pluies annoncées dans le nord pendant l'hivernage. Les premières pluies sont attendues dans cette région dès la fin du mois. Les autorités ont reçu un important lot de matériel pour lutter contre les inondations. Le gouverneur appelle chefs de quartier et mouvements associatifs à accompagner les autorités locales. Saint-Louis se prépare pour l'hivernage 2023 annoncé pluvieux par les services de la météo. Les autorités locales ont reçu des mains du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal un important lot de matériel pour faire face aux inondations. Vous avez ici un camion hydrocureur. Je pense que ça a été une vieille doléance de la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, à l'instar de Dakar, aura à partir d'aujourd'hui son camion hydrocureur qui permettra, à n'en pas douter, de régler l'ensemble des problèmes que nous pourrions avoir dans ce domaine-là. Le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a annoncé également la reprise imminente des travaux d'assainissement de Pikine dans le programme des 10 villes. Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, salue cette initiative du gouvernement qui va soulager des milliers de personnes. Ça sera un soulagement fondamental pour ces populations. Nous allons nous y atteler pour assurer tout le suivi nécessaire en vue de non seulement de la reprise, mais aussi de la finalisation de ces travaux. Travaux qui constituent une demande sociale, surtout des populations de Pikine. Le gouverneur de Saint-Louis appelle les acteurs dans les différents quartiers à se mobiliser pour faire face aux inondations. L'État est en train de faire des efforts. Il faut que nous puissions être ensemble pour pouvoir traverser ces difficultés. Merci pour ça, mais surtout merci pour l'engagement que vous avez pris devant nous, devant le maire, ministre Mansour Faye, devant le préfet, pour nous accompagner même durant la période de la gestion. La délégation s'est par la suite rendue au niveau des stations de pompage de Diamaguène et Diaminar avant de continuer la visite dans d'autres villes comme Dagana et Podor, très impactées par les inondations. À la une de l'actualité politique, cette déclaration d'Aminata Touré face à la presse, l'ancienne garde des Sceaux a déclaré que le président Macky Sall est à l'origine d'une mauvaise réputation du Sénégal à l'international par sa seule volonté de vouloir briguer un troisième mandat. L'ancienne Premier ministre déplore également les images des nervis qui opéraient à côté des forces de défense et de sécurité. Je vous propose de l'écouter au micro de Lisa Prera. Il fait la une de l'actualité partout dans le monde et de la manière la plus désolante. On nous montre des images de nervis, voilà, opérant aux côtés de forces officielles de sécurité, en tout cas selon les reportages de grandes chaînes internationales, avec des pick-up identifiés. Et cela ne s'est jamais vu au Sénégal. Et cela nous a surtout valu la mort à la fleur de l'âge de 16 de nos compatriotes, selon le ministère de l'Intérieur, et 23 pertes en vies humaines, selon Amnesty International. Cela est une véritable désolation pour le Sénégal, pour nous les Sénégalais, mais pour aussi les amis du Sénégal qui ont toujours connu
le Sénégal comme étant un pays de paix, un pays de stabilité. Et ça, j'accuse le président Macky Sall véritablement d'avoir terni l'image et la réputation de notre pays. Une réputation qui s'est bâtie sur plusieurs décennies par le combat des démocrates de ce pays, leur jeunesse, les moins jeunes. Et aujourd'hui, sa volonté d'avoir un troisième mandat est à l'origine. Massif, c'est le nom d'un nouveau mouvement né pour appuyer la candidature du président Macky Sall en 2024. Ses membres ont organisé une rencontre pour renouveler leur soutien au secrétariat de l'APR. Dr Amdi Fall est vice-président de Massif. Il prie toutefois pour des élections calmes et apaisées. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Mbaresso. Il arrive des moments où ne pas se prononcer ou se taire doivent être remplacés par le courage, l'engagement et la dignité. C'est la raison pour laquelle Massif, dont j'ai l'honneur d'être le président d'honneur, a choisi ce moment pour appeler les Sénégalais dans la recherche de la paix et la stabilité du Sénégal et dans la sous-région. Massif est un mouvement citoyen qui comptabilise aujourd'hui 417 673 membres. La motivation de Massif est d'accompagner M. Macky Sall pour gagner le pari du développement avec la sensibilisation, la mobilisation, l'engagement des populations vivant au Sénégal et dans la diaspora, et afin d'asseoir un développement durable au Sénégal dans la paix et la stabilité. Et puis, retour sur l'Assemblée générale du CORED, puisque l'information vient de nous parvenir. Sachez que le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias vient d'élire son directoire composé de 13 membres. C'est à l'issue donc de son Assemblée générale qui s'est tenue ce samedi, que vous voyez d'ailleurs sur ces images. Les membres du directoire choisiront à leur tour un président. D'ici la semaine prochaine, ce dernier devra remplacer à ce poste le journaliste Mamadou Thior qui a occupé ce poste pendant 3 ans. Bonne nouvelle pour la population de Sébikotane. La localité va disposer d'une gare moderne dans le cadre du prolongement du TER à l'aéroport international Blaise Diagne. Eh bien, pour tirer profit de cette nouvelle infrastructure, un forum est prévu les 8 et 9 juillet dans la localité. Cette initiative du comité de réflexion sur les opportunités du TER à Sébikotane permettra à la municipalité de revoir à la hausse son budget jugé insuffisant. Une randonnée pédestre a été organisée pour bien préparer cette rencontre à Abdou Diouf Diagne. Dans le cadre du prolongement du train express régional à l'aéroport international Blaise Diagne, une gare moderne est prévue à Sébikotane. Pour bénéficier pleinement de cette infrastructure et d'autres projets de l'État dans cette zone, le comité d'initiative et de réflexion sur les opportunités du TER à Sébikotane jette les bases de la réflexion avec l'organisation d'un forum les 8 et 9 juillet. L'autre activité qui va suivre, c'est le forum qui va se tenir donc les 8 et 9 juillet prochains. Voilà, pourquoi cette initiative? Parce que tout le monde sait que le TER, dans le cadre de l'extension, va passer à Sébikotane. Et les autorités ont retenu, dans le cadre de ce passage à Sébikotane, de mettre en place une gare, et une grande gare d'air. Et comme on le sait, la gare va impacter forcément sur le développement de Sébikotane. Une démarche saluée par le maire de Sébikotane. La municipalité va voir son budget augmenter avec la mise en place de parkings payants. Vous savez, le TER, c'est un projet d'envergure nationale qui traverse la commune de Sébikotane. Je pense qu'aujourd'hui, le réalisme nous commande à regarder le TER comme une opportunité plutôt qu'un problème. Parce que pendant longtemps, on l'avait regardé comme un problème. Vous avez vécu tout ce qui s'est passé avec les impactés, tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, la réalité est que le TER ne peut plus reculer. C'est un train qui est déjà en marche, qui va vers l'aéroport. On s'est battu avec la population pour avoir une gare, ce qui est vraiment une très grande opportunité. Donc du moment qu'il y a une gare, maintenant aujourd'hui, il faut réfléchir pour voir comment tirer au maximum profit
de cette gare qui sera implantée ici à Sébikotane, tenant compte aussi de tout ce qui est environnement de développement, la position stratégique de Sébikotane, la proximité avec la nouvelle ville de Diamniadio qui est en construction, l'aéroport de Diass, les pôles urbains de Daga-Kholpa, les pôles urbains du Lac-Rose. Donc tous ces projets-là ont forcément un impact pour Sébikotane. D'initiative et de réflexion sur les opportunités du terre à Sébikotane a organisé une randonnée pédestre. Hors de chez nous, deuxième jour de mission pour la délégation africaine menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans le cadre d'une mission de médiation pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Alors après Kiev ce vendredi, les 8 personnalités de cette délégation sont à Moscou ce samedi à Moscou où elles se sont entretenues avec le président russe. Vladimir Poutine se dit ouvert au dialogue avec ceux qui veulent la paix. Le point, c'est avec Mamberam Diouf. Deuxième étape après le déplacement hier à Kiev, marqué par la volonté manifeste du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a rejeté le principe de pourparler avec la Russie, dénonçant ce qu'il qualifie de tromperie de Moscou en pleine contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Un coup dur pour la délégation menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, même si le dialogue n'est pas exclu. Le président russe, lors d'un entretien avec les médiateurs, s'est dit prêt à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix. Le président sénégalais Macky Sall, qui a salué son ouverture, a rappelé sa visite effectuée en juin dernier en tant que président en exercice de l'Union africaine pour libérer les stocks de céréales dont le blocage en Ukraine affecte particulièrement les pays africains. Vous aviez écouté attentivement et montré votre disposition à aider au déblocage des stocks. Grâce à vous et aux autres acteurs impliqués, dont la Turquie, les Nations Unies, un accord a été trouvé sur les céréales. Nous revenons donc vous voir aujourd'hui, Monsieur le Président, dans le cadre d'une nouvelle mission de médiation telle que le président Azali, président en exercice de l'Union africaine, l'a indiqué tout à l'heure, une médiation africaine entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais souligner que cette initiative est une mission de bons offices qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d'aider au règlement des questions humanitaires et à l'instauration de conditions propices à l'établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre les parties. La rencontre avec le président russe ce samedi, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, devrait déboucher sur une sorte de crise tant attendue. L'actualité sportive à présent, elle démarre avec le football et la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal, leader du groupe L, est déjà qualifié, défie le Bénin à Cotonou au stade Mathieu Kérékou. À la mi-temps, le score était d'1-0 en faveur des Lions, une réalisation d'Abdoulaye Seck. Et puis 3 pays ont décroché leur qualification ce samedi. Il s'agit de la Zambie, tombeur de la Côte d'Ivoire, 3-0, de la Guinée équatoriale, vainqueur de la Tunisie, 1-0, et de l'Afrique du Sud, dominatrice du Maroc sur le score de 2-1. Et du football, nous passons au basket. De passage à la télévision, Futur Média, Olivier Mazé, agent de basketteur réputé, s'est exprimé sur le potentiel des basketteurs africains et sénégalais notamment. Et selon lui, nos joueurs ont, en plus de leur aptitude physique, une volonté d'évoluer au plus haut niveau. Le chasseur de tête, qui n'a pas caché son envie de collaborer avec des professionnels sénégalais, leur conseille toutefois d'avoir toujours de l'éthique dans l'exercice de leur profession. Chersad Boudjara, Ababakar Kamara, compte rendu. Le futur du basketball est en Afrique. C'est la conviction de l'agent de joueur Olivier Mazé. Pour lui, le basketteur africain réunit tout le potentiel d'un excellent joueur. Quelque chose qui caractérise déjà les basketteurs africains, c'est une forme de qualité athlétique, mais pas uniquement, ce serait trop réducteur. Une forme de combativité, de résilience, de faim, de challenge et de combativité. Et ça, c'est quelque chose, lorsque vous avez ces qualités athlétiques, mais lorsque vous avez cette envie, cette passion pour le jeu et quelque part ces caractéristiques de combativité, vous pouvez maximiser votre potentiel. Vous pouvez donner, entre guillemets, le
maximum de toutes les qualités que vous avez parce que vous avez le mental pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le basket africain. L'agent de l'ancien joueur puis entraîneur Abdourahmane Ndiaye Adidas ne cache pas son désir de travailler avec les basketteurs sénégalais pour leur sérieux, entre autres. On a un jeune basketteur qui s'appelle Mohamed Diawara, qui est au Paris Basket, qui est à moitié sénégalais et malien. On a quelques basketteurs sénégalais de jeune âge et on prend beaucoup de plaisir à les représenter parce que, encore une fois, nous en tant qu'agence, on a cette volonté de travailler avec des gens habités de valeurs. Pas des valeurs uniquement sportives, mais des valeurs humaines, dans l'engagement, la loyauté, l'éthique de travail, le sérieux. Et je pense que les Sénégalais représentent parfaitement ces valeurs-là et je pense que ce sont des conditions sine qua non et rédhibitoire pour pouvoir réussir au plus haut niveau. Donc on a l'ambition de représenter de plus en plus de basketteurs sénégalais, mais surtout de leur donner la chance de réaliser leurs ambitions et d'aller au plus haut niveau mondial. Olivier Mazé prodigue tout de même quelques conseils aux basketteurs sénégalais et africains en général, à savoir ne jamais dormir sur leur laurier. Le basketteur en général, même pas que africain, c'est pour moi deux mots: la discipline et l'exigence. C'est-à-dire que la discipline, c'est la discipline de travail, être capable de travailler avec la même ardeur, la même force, même après les moments difficiles, même quand c'est dur, de répéter ces gars. Basketteur sénégalais yi ak xarañteef bu ñu munti am na ànd ak mbëbët am yokkute ci fànn yu nekk. D'être vraiment, encore une fois, dans une recherche de perfection constante, ne jamais se satisfaire. Si le basketteur sénégalais, avec toutes les qualités qu'il peut avoir, est dans cette dynamique de vouloir constamment s'améliorer, alors oui, il pourra vraiment maximiser son potentiel. Alors pour tous ceux qui ne suivent pas le match Sénégal-Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, eh bien sachez que le score était à la mi-temps d'1-0. Il n'a toujours pas changé. 1-0 en faveur des Lions de la Teranga. Et nous croisons les doigts pour la suite. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes en notre compagnie. Excellente soirée et à dimanche.